Lors des funérailles de mon mari, mon fils Daniel s'est tenu au pupitre, la voix tremblante, et a remercié une autre femme. C'était elle qui était vraiment de la famille pour nous, a-t-il dit. À cet instant, tous les regards dans la salle se sont tournés vers la femme du premier rang, celle à la robe ajustée et au maquillage parfait, avec de délicates larmes posées dans ses yeux. Et moi, la vraie épouse, la mère, j'étais assise sur le côté, inaperçue, invisible. Quand l'avocat m'a ensuite appris que mon mari lui avait tout laissé, pas un seul centime pour moi, Linda Malister a pris mon fils dans ses bras et a souri d'un sourire triomphant, comme si elle avait déjà gagné. Mais alors, j'ai sorti la seconde roue et, comme ça, plus personne dans la salle ne souriait. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie recommencerait à des funérailles. Robert est mort dans un accident de voiture soudain. Il conduisait vers le centre-ville ce matin-là, sous une pluie battante. Ils ont dit que les freins avaient lâché dans un virage et que la voiture avait percuté un supermarché. Il est parti vite. Le médecin a dit qu'il n'avait pas souffert, mais je n'étais pas certaine qu'il méritait un départ aussi net. Nous avions été mariés 40 ans. Je pensais que notre mariage, sans être romantique, était au moins solide, comme ces vieilles maisons battues par les tempêtes, usées au dehors, mais encore debout. J'ai renoncé à ma carrière pour m'occuper de chaque recoin de notre foyer. Il disait toujours « Je peux m'occuper de toi, tu n'as pas besoin de travailler ». Et je l'ai cru. J'ai naïvement pensé que c'était une forme d'amour. À la cérémonie, je portais son manteau de laine gris anthracite préféré et je me tenais près de l'entrée de la chapelle, saluant les invités. Le vent fouettait. Mes doigts étaient engourdis. Pourtant, je souriais, faisant de mon mieux pour que ces adieux soient dignes et ordonnés. Robert tenait tant aux apparences, à ce que les autres pensaient de lui. Même dans sa mort, je me retrouvais à entretenir cette façade soignée pour lui. Daniel était au pupitre. C'est notre seul enfant. Il aura 33 ans cette année et il est ingénieur back-end dans une entreprise de technologie. Il portait un costume sombre, impeccable. Son visage était solennel et sa voix aussi assurée que toujours. Après avoir lu un hommage à son père, il s'est interrompu et ses yeux ont brillé. Il y a quelqu'un à qui je veux adresser un remerciement tout particulier, a dit Daniel, la voix un peu vacillante. La salle est devenue silencieuse. J'ai serré mon sac à main sur mes genoux, mes jointures blanchissant. Je pensais qu'il allait dire « ma mère ». À cet instant, je pouvais presque l'entendre se former dans sa gorge. Cette reconnaissance tant attendue. 40 ans de compagnie, de dévouement au foyer, des nuits passées à l'hôpital, tous les sacrifices silencieux.
je croyais vraiment qu'il m'avait enfin vue. Mais la suite m'a entaillé comme une lame émoussée, arrachant cet espoir centimètre par centimètre. Quelqu'un qui a soutenu mon père durant la période la plus difficile de sa vie, Mademoiselle Linda Malister. Un murmure doux a descendu l'allée. Du premier rang, une femme s'est levée et a tamponné ses yeux, hochant poliment la tête. Elle portait un manteau de laine vert émeraude profond, des talons noirs, un maquillage impeccable et des cheveux parfaitement coiffés. Lorsqu'elle s'est rassie, ceux qui l'entouraient se sont tournés vers elle, curieux et surpris. J'ai senti le bruit exploser dans mes oreilles, comme un silence détonné. Linda. Linda Malister. Je connaissais ce nom. Elle était l'assistante administrative de Robert au cabinet. Plus tard, il l'avait promue associée consultante, l'avait même brièvement intégrée au conseil. Quand je lui posais des questions sur elle, il minimisait toujours. Elle est compétente. Ne sois pas paranoïaque. Je me suis rappelé la soirée d'entreprise de cette année-là. Elle m'avait apporté du vin, souriant gentiment, se déplaçant avec l'aisance d'une femme à sa place. À l'époque, je l'avais prise pour une autre employée flagorneuse. Avec le recul, quelle ironie. De l'autre côté de la salle, quelqu'un a chuchoté. Elle est assise si près, comme si elle était de la famille. Et mon fils venait de remercier cette femme aux funérailles de son père. J'ai eu l'impression que la chaise se dérobait sous moi. Mes oreilles bourdonnaient et le monde vibrait faiblement. Les gens venaient me serrer la main, murmurant les formules habituelles. C'était un homme bien. Il va nous manquer. Je hochais la tête mécaniquement, comme une machine répétant des réponses préprogrammées. J'avais prévu de tenir jusqu'au bout pour sauver les apparences. Mais j'ai alors entendu Daniel murmurer à Linda. C'est toi qui es vraiment de la famille. J'ai failli laisser tomber la tasse de thé que je tenais. À cet instant, j'ai compris que ces funérailles n'étaient pas pour Robert. Elles étaient pour un monde caché dont j'ignorais l'existence. Et j'étais juste une étrangère, une observatrice rejetée. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assise dans le salon vide. En retirant le manteau, j'ai vu que le ruban de satin était froissé, comme si le dernier vestige de la dignité de mon mariage s'était cassé par accident. Je me suis assise à la table à manger et j'ai fixé la rangée de chaises vides. La place de Robert était toujours là. Je ne l'avais pas bougée. Pendant des décennies, il s'y était toujours assis, la main sur la coudoir, attendant que je lui apporte sa soupe. Maintenant, elle était seule, et la coudoir avait refroidi. Il restait encore des bouteilles de sa bière préférée dans le réfrigérateur. Je n'ai jamais aimé cette marque. Elle était trop amère. Mais il achetait un pack de 6 chaque semaine
rien que pour lui. Il s'avère que l'habitude est la prison la plus cruelle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai sorti de vieux albums photos. Sur les photos, nous étions encore jeunes. Il y avait de la lumière dans ses yeux. Je souriais facilement à l'époque. J'ai même retrouvé un ancien badge d'employé de quand j'étais consultante financière dans son cabinet. Cheveux courts, sûre de moi, toujours assise deuxième en partant de la droite à chaque réunion du conseil. Puis il m'avait dit « Tu devrais arrêter, je m'occupe de tout ». Et j'ai bêtement écouté. J'ai refermé l'album et je me suis versé un verre d'eau. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. J'ai compris que toute la fierté, toute la patience que j'avais déversée pour garder notre mariage intact avait été enterrée au moment où il est mort. Ce que j'ignorais cependant, c'est que sous tout cela se cachait une trahison plus profonde encore. Le lendemain matin, dans le bureau de l'avocat, chaque mot que j'entendais ressemblait à une réplique d'un scénario de vie qu'on ne m'avait jamais invité à lire. L'air sentait faiblement l'encre et les vieux meubles en bois. Une gravure défraîchie de la Constitution était accrochée de travers au mur, et la lumière du soleil passait à travers les stores, découpant le sol en fines bandes lumineuses. C'était le cabinet d'avocat que Robert avait désigné avant sa mort. L'avocat principal était un homme d'une 50aine d'années, à la voix lente et lourde. Chaque syllabe s'étirait comme pour souligner quelque chose d'inavoué. Conformément au testament signé par Monsieur Robert Desmith il y a 3 ans, a-t-il commencé d'un calme mécanique. La majorité de ses actifs, y compris la résidence principale à Summerall, la propriété de vacances à Nantucket et le solde restant de ses comptes personnels, sera hérité par Madame Linda Malister. Je n'étais pas seulement stupéfaite, je me sentais comme si l'on m'avait poussée hors de la scène principale de ma propre vie. Laissée debout, derrière le rideau, sous un projecteur mort, sans savoir si j'avais jamais vraiment joué le rôle que je croyais être le mien. Je me suis tournée vers Daniel. Il était assis bien droit, le regard fixé devant lui, comme s'il écoutait un rapport financier trimestriel. Ses doigts étaient parfaitement entrelacés. Pas la moindre surprise, pas un frémissement sur son visage, comme s'il avait toujours su. Quand la lecture a été terminée, je me suis levée et je suis allée vers lui. « Tu savais ?» ai-je dit d'une voix basse et tremblante. « N'est-ce pas ?» Il m'a regardée avec un ton étrangement serein. Papa avait ses raisons. Ses raisons ? Ai-je chuchoté, les mots étranglés dans ma gorge. Qu'est-ce que 40 ans de mariage représentaient pour lui? Daniel est resté silencieux un instant, puis il a dit
Il a travaillé dur toute sa vie. Linda était là pour lui. Elle le comprenait. Il a baissé la voix, presque avec des excuses. Toi, non. À cet instant, je l'ai vu clairement. Non seulement j'avais perdu mon mari, mais je perdais mon fils. Il ne défendait pas la mémoire de son père. Il redessinait l'arbre généalogique et m'effaçait de la carte. Quand je suis rentrée, je suis restée dans l'allée, ce qui m'a semblé une éternité. Le poids de mon sac engourdissant mon bras. Je suis entrée dans la chambre et j'ai ouvert le placard de Robert. Ses chemises, ses cravates et ses gilets de laine étaient encore parfaitement rangés, avec cette odeur familière de décorum raffiné. Mais quel mensonge était tissé dans ses fibres! Quand a-t-il décidé que je ne faisais plus partie de la famille? Était-ce l'année où j'ai oublié d'acheter son vin préféré pour notre anniversaire? Ou avant, quand j'ai quitté mon emploi de consultante financière dans son cabinet pour devenir simplement femme au foyer? J'ai commencé à fouiller dans les tiroirs pour trouver une preuve que je n'étais pas folle. Vieux registres, photos, reçus, vieilles cartes de visite. Dans un tiroir de la cuisine, j'ai trouvé un dossier de lettres que Robert avait gardé. L'une venait de la société de gestion de la propriété de Nantucket. La date, il y a 6 ans. La destinataire, Linda. Mes mains tremblaient. J'avais été dans cette maison au bord de la mer d'innombrables fois, sans réaliser que je n'y étais qu'une invitée. Cet après-midi-là, j'ai traversé la rue pour rendre visite à Jacelle, notre voisine de longue date. C'était une veuve de la fin de la soixantaine, avec une mémoire vive et un jardin débordant de roses. Quand j'ai mentionné le nom de Linda, son visage s'est raidi. Linda, ce n'est pas elle que Robert emmenait à ses concerts symphoniques? A-t-elle demandé en levant un sourcil. Tu n'y allais pas avec eux? J'ai forcé un sourire. J'avais la bouche sèche. Je n'ai jamais vraiment aimé les événements mondains. Jacelle a changé de position sur son siège. Oh, moi j'ai toujours cru qu'ils étaient ensemble. Elle est venue dans cette rue plusieurs fois. Une année, elle a aidé Robert à installer les lumières de Noël. Je me suis figée. Ce Noël-là, j'étais coincée à l'étage avec un genou enflé. Robert m'avait dit qu'un garçon du quartier l'avait aidé. Tu te souviens de quand ils ont commencé à se rapprocher? Ai-je demandé. Jacelle a remué son thé, réfléchissant. Au moins 10 ans, peut-être 15. Je me souviens de l'avoir vue traîner ici quand tu étais partie t'occuper de ta sœur. Je pensais que c'était une cousine ou quelque chose comme ça. 15 ans. Je suis restée dans la véranda ensoleillée de Jacelle en me sentant comme une étrangère entrée dans la mauvaise maison. Toutes ces années, j'avais géré notre budget de retraite au centime près. J'avais choisi ses peignoirs, programmé ses bilans de santé, et même puisé dans les dernières économies de mes parents pour sauver son entreprise lors d'une crise de trésorerie. Et lui construisait des briques d'or pour l'avenir d'une autre femme, hors de ma vue, hors de ma portée.
En rentrant, j'ai finalement trouvé une vieille boîte en carton au sous-sol, remplie de photos. Il y avait Robert debout à côté de Linda lors d'un événement d'entreprise. Sa main reposait doucement sur son bras et il souriait d'un sourire radieux, comme jamais auparavant. Il avait l'air détendu, plus jeune, plus heureux qu'il ne l'avait jamais été à mes côtés. Et sur une photo, il y avait Daniel, à peine 18 ou 19 ans, debout avec eux. Son sourire était nerveux, mais pas réticent. Un coin de la photo était gribouillé. Je l'ai frotté doucement avec une gomme et j'ai dévoilé une phrase écrite au stylo. Notre petite famille sera officielle un jour. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas un cœur. Ce n'était pas du verre. C'était plus profond. Quelque chose qui s'appelait la confiance. Et cela ne serait plus jamais entier. Cette nuit-là, j'ai allumé une seule bougie dans la cuisine. Et pour la première fois dans cette maison sans Robert, j'ai mis de la musique. Un disque de jazz lent, doux, sans hâte. Je me suis mise à me demander, peut-être avais-je vécu toute ma vie au rythme du sien sans jamais danser sur le mien. Mais plus maintenant. Désormais, la musique, le tempo, les pas de danse, tout cela, c'était à moi de le choisir. Je pensais que le pire était passé, le testament, la vérité sur les propriétés, Linda prenant sa place au centre de tout, étiquetée sans honte comme famille. Cela suffisait comme humiliation pour toute une vie. Mais je n'avais pas réalisé que ce qui me briserait vraiment le cœur, ce serait Daniel. C'est mon seul enfant. J'avais cru que, quelle que soit la façon dont le reste du monde devenait méconnaissable, lui resterait le mien. Nous avons convenu de nous retrouver au café de la ville. C'est lui où il prenait des desserts au caramel quand il était petit garçon. Il est arrivé en trench coat, l'allure raide et formelle, comme s'il se préparait à un entretien et non à voir sa mère. Avant même que je puisse m'asseoir, il a posé son téléphone face contre la table. Il le faisait toujours, un signal subtil que n'importe quelle vibration pouvait être une raison de quitter la conversation. « Pourquoi as-tu envoyé une mise en demeure à Linda ?» a-t-il demandé sèchement. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardé dans les yeux. « Tu penses que je n'aurais pas dû ?» Il a haussé les épaules. « Elle ne t'a pas fait de mal. Papa lui a donné l'argent. C'était sa décision. La poursuivre ne fait que mettre tout le monde mal à l'aise. » Mal à l'aise, ai-je dit, la voix se cassant d'incrédulité. Daniel, ton père m'a trompée pendant des décennies. J'ai abandonné ma carrière pour cette famille, mes amis pour toi. J'ai même vendu la bague d'émeraude de ma mère juste pour payer tes frais d'université. Tu sais ce que cette bague signifiait pour moi ? Daniel a froncé les sourcils, expirant avec une irritation visible. Tu la ressors toujours comme si je te devais quelque chose. Cela m'a frappé
comme un coup sourd dans la poitrine. Ce n'était pas de la colère, même pas une dispute, juste de la distance. Une distance froide et définitive. Papa m'a dit, a repris Daniel après une pause, la voix plus basse, que les années les plus heureuses de sa vie, c'était avec Linda. Elle le comprenait, elle le respectait, elle ne le questionnait pas et ne le critiquait pas constamment comme toi. Je le questionnais parce qu'il avait cessé de me respecter, ai-je dit, les dents serrées. Je le critiquais parce qu'il avait tort. Daniel a secoué la tête, comme s'il écoutait un sermon inutile. Tu es trop traditionnelle, maman. Tu as toujours cru que faire des sacrifices était une vertu. Mais papa n'avait pas besoin de ce genre d'amour. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une révélation soudaine pour lui. Il pensait ainsi depuis longtemps. Il ne l'avait simplement pas dit jusqu'à maintenant. Je l'ai regardé un moment. Tout ce que je voyais, c'était le garçon qu'il avait été. Le petit qui respirait en saccade pendant ses crises d'asthme, pendant que je restais près de son lit toute la nuit. L'adolescent harcelé à l'école, dont je défendais la dignité comme si c'était la mienne. Le jeune de 17 ans, au cœur brisé pour la première fois, qui s'était blotti contre moi sur le banc du jardin, en silence, jusqu'à ce que les étoiles sortent. Est-ce qu'il se souvenait de tout ça? J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une vieille photo délavée. Cet été-là, quand tu avais 2 ans, on est allé à la plage, ai-je dit en faisant glisser la photo sur la table. Ton père s'est désisté au dernier moment à cause du travail. Alors on était juste tous les deux. Sur la photo, tu portes un maillot de bain rouge vif et tu te tiens sur le sable mouillé, avec derrière toi une traînée de minuscules empreintes vacillantes. Tu avais peur des vagues. Tu t'accrochais à mon cou et tu hurlais « Maman, maman !» Tu ne connaissais pas grand-chose du monde à l'époque, mais tu savais où se trouvait la sécurité. Daniel a baissé les yeux et n'a rien dit. Je sais que tu idolâtres ton père, ai-je continué. Il était toujours impeccable, ne haussait jamais la voix, disait toujours la bonne chose. Mais t'es-tu déjà demandé si, peut-être, c'est moi qui ai posé les fondations pour que cet homme élégant puisse exister? Il a levé les yeux. Il n'y avait ni larmes, ni remords, juste une hésitation fugace. Papa a fait ce qui le rendait heureux, a dit Daniel. Elle le faisait se sentir nécessaire. Toi, tu étais juste trop forte. Trop forte. Voilà ce que j'étais. J'ai pensé à ces nuits passées à équilibrer des comptes en retard, à ces après-midi où je cuisinais avec de la fièvre, à ces années où je retenais mes larmes face au silence froid de Robert et où je continuais à sourire quand même. Voilà ce qu'il voulait dire par trop forte. J'ai remis la photo dans mon portefeuille et je me suis levée. Ma voix semblait calme, mais elle portait une fermeté profonde. Tu as raison, j'étais trop forte. Et à partir d'aujourd'hui, je garderai cette force
pour moi. Quoi qu'il ait dit ensuite, je ne l'ai pas entendu. Je suis sortie du café dans le parking. Il s'était mis à pleuvoir. Les gouttes frappaient le pare-brise avec un rythme lent et implacable. Un orchestre fait entièrement de silence. Je me suis glissée sur le siège conducteur et j'ai posé mes mains sur le volant, restant immobile un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée. Je suis restée là, réalisant que ce que j'avais perdu n'était pas seulement un mari. J'avais perdu mon mariage, ma famille, même mon fils. Mais dans le même souffle, j'ai compris autre chose. Je ne pouvais plus attendre que quelqu'un d'autre me dise qui j'étais. Il était temps de vivre pour moi. Au début, je pensais que Linda n'était qu'un accident tardif dans l'histoire de Robert. Une opportuniste calculatrice. Une femme qui s'était glissée par les fissures. Mais maintenant, je vois les choses clairement. Elle n'a jamais été un accident. Elle avait tout planifié. Un après-midi pluvieux, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café froid entre les mains, regardant son profil Facebook public. Sa photo de profil la montrait sur la plage, souriant doucement. L'arrière-plan retouché avec un flou discret, comme si elle ne voulait pas que quiconque voie ce qui se trouvait vraiment derrière elle. Sa bio disait « Consultante dans le secteur de l'architecture, amatrice de musique classique et de services communautaires, reconnaissante pour la tendre compagnie de la vie. » J'ai cliqué sur ces albums. Sur la première image, Robert était assis dans un fauteuil en osier, tenant une part de tarte au citron qu'elle avait apparemment faite pour lui. Le texte disait « Son sourire est ma récompense préférée ». L'horodatage indiquait « Il y a 6 ans », la même année où j'étais alitée à cause de l'arthrite. Robert m'avait dit alors que le travail était accablant et qu'il voyagerait beaucoup. Je l'avais cru. Je pensais qu'il fuyait simplement le poids de prendre soin de quelqu'un. Mais maintenant, je savais qu'il ne me fuyait pas. Il vivait ailleurs sans moi. J'ai fait défiler et j'ai trouvé d'autres images, à la fois familières et étranges. Il y avait Robert dans le salon de Linda, portant la veste de laine que je lui avais offerte. On le voyait l'aider à planter des fleurs et à arranger des bonsaïs dans son jardin. Puis une vidéo est apparue. Robert lui portait un toast, tandis qu'un chant de Noël jouait doucement en arrière-plan. Daniel était là. Je me suis figée. Ma main est restée suspendue au-dessus du pavé tactile. Daniel, qui était encore à l'université à l'époque, avait les cheveux un peu plus longs et un visage timide de garçon. Linda avait un bras autour de son épaule et disait en riant « Ton père devrait être fier de toi. » C'est là que j'ai compris.
Linda n'a jamais été seulement le secret de Robert. Elle s'était placée pendant des années comme faisant partie de notre famille. Et moi, j'étais la femme qu'elle avait prévu de remplacer. J'ai appelé Ruth. Ruth Lanner avait été une collègue proche pendant mes années au cabinet de Robert. L'une des rares femmes avec qui j'étais restée en contact après avoir quitté le travail. Elle était semi-retraitée maintenant, aidant sa fille à élever un enfant et acceptant de temps en temps un dossier financier en freelance. Elle a répondu à la deuxième sonnerie avec la même énergie qu'elle avait toujours eue. Maggie, mon Dieu, j'ai entendu pour Robert. Je voulais t'appeler. Merci, ai-je dit. Je n'ai pas tergiversé. Ruth, j'ai besoin que tu m'aides à trouver quelque chose. Elle n'a pas hésité. Dis-moi ce que tu soupçonnes. J'ai marqué une pause. Ma voix était calme, mais ferme. Je crois que Robert a utilisé des fonds de l'entreprise pendant au moins la dernière décennie pour acheter des propriétés pour Linda et qu'il pourrait y avoir d'autres transferts non comptabilisés. Ruth s'est tue. Tu ne cherches pas à réparer un mariage, Maggie. Tu cherches à exposer une fraude. Je veux la vérité, ai-je dit. J'ai passé trop longtemps dans le noir. Nous avons convenu de nous voir chez elle dans 2 jours. Entre-temps, je suis devenue une femme en mission. Je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai consulté les registres fonciers de Linda à Summerball. Une maison, une villa individuelle à son nom. Date d'achat, il y a 5 ans, juste à la fin du projet d'avantage de logement pour les employés de l'entreprise, le même que Robert supervisait. J'avais visité cet endroit pendant ce projet. Je me souviens avoir plaisanté à l'époque. Au prochain déplacement, emmène-moi aussi. Il avait éludé. Tu n'aimerais pas là-bas. Maintenant, je savais que la chambre n'était pas réservée aux clients. Elle était pour elle. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à la maison de Ruth. Sa maison se trouvait dans une banlieue tranquille, un bungalow gris pâle avec une rangée de chrysanthèmes fanés devant. Elle m'a accueilli avec un verre de thé au citron et a ouvert son ordinateur portable. J'ai vérifié certains relevés de paiement archivés, a-t-elle dit en faisant défiler 3 entrées libellées « Soutien de conseil externe ». Mais l'entreprise bénéficiaire est une coquille vide. Aucune adresse de bureau physique n'est indiquée. Elle a zoomé sur une ligne. 50 000 $ versés le même mois où tu étais à la maison en convalescence après une opération. Mon estomac s'est tordu. Ruth m'a regardée avec inquiétude derrière ses lunettes. Tu es sûre de vouloir aller jusqu'au bout? La plupart des gens préféreraient laisser tomber. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement enregistré une capture d'écran du fichier sur ma clé USB. Sur le chemin du retour, j'ai roulé lentement. Le soleil frappait fort le pare-brise et l'air sentait le début de l'automne. La radio passait une vieille ballade des années 60. Le refrain se répétait doucement. Tu ne trouves la vérité que quand tu cesses de faire semblant. Oui, ce n'est que lorsque tu cesses de faire semblant
que tu commences à voir clairement. De retour à la maison, je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai enregistré les photos Facebook de Linda dans un nouveau dossier. Je l'ai nommée « Preuve ». Je n'étais plus la femme qui enterrait ses émotions derrière une cuisinière. J'étais Maggie Smith, l'épouse légale de Robert, la mère de Daniel, celle qu'on avait effacée de sa propre histoire, et la femme qui allait réécrire la fin. Le deuxième lot de documents de Ruth est arrivé alors que j'essuyais l'évier de la cuisine. La lumière du soleil passait à travers les stores, traçant des bandes nettes sur le plan de travail. Je me suis arrêtée une seconde, un chiffon à la main, et j'ai pensé que c'était ainsi que mon mariage avait été entretenu. Propre, silencieux, jusqu'à ce que la cuisine ne me semble plus mienne. L'objet du mail était simple. 3 transactions suspectes, évaluation préliminaire de faisabilité juridique. Je l'ai ouvert. Quelques relevés PDF familiers ont rempli l'écran. Ruth les avait annotés. Le nom de l'entreprise, Quint Consulting LLC. Le compte lié à Linda. Les transferts. 3 paiements totalisant plus de 350 000 $, soigneusement étalés sur 5 ans, chacun programmé juste en dehors des cycles officiels d'audit de l'entreprise. Elle avait ajouté une note. Cette somme manque de justification suffisante. À moins que des factures pour des services d'une valeur équivalente puissent être produites, il s'agit potentiellement d'un don frauduleux. C'était là la preuve. J'ai senti un nœud de détermination se former dans ma poitrine. Je savais ce que je devais faire. Cet après-midi-là, j'ai appelé une avocate spécialisée en fraude et en droit des sociétés. « J'ai une foule de questions », ai-je dit, la voix stable et claire. « Je crois que mon défunt mari a systématiquement pillé son entreprise pour aider sa maîtresse de longue date. » L'avocate s'appelait Michelle Robinson. Elle avait la cinquantaine et sa voix au téléphone était chaleureuse et sans détour. Elle a écouté calmement tandis que je parlais. « Vous devez m'envoyer tout ce que vous avez, » a-t-elle dit. « Chaque document, chaque email, chaque photo. » J'ai raccroché et j'ai commencé à copier les fichiers. Quand j'ai terminé, j'avais plus de 50 documents. J'ai tout imprimé, je l'ai rangé soigneusement dans un dossier et je l'ai apporté à son cabinet en centre-ville. Son cabinet se trouvait dans un gratte-ciel de verre et j'ai contemplé la ligne d'horizon de Chicago pendant que j'attendais. Quand elle est entrée, elle avait un sourire professionnel et bienveillant. Elle avait une coupe nette qui encadrait son menton et portait un tailleur parfaitement ajusté. Elle a pris le dossier, l'a feuilleté et a hoché la tête. « Nous allons examiner tout cela, » a-t-elle dit. « Je vous recontacterai. »« Merci, » ai-je dit en la regardant. Elle m'a trahi et mon fils l'a aidée. Je veux qu'elle rembourse jusqu'au dernier centime. Michel a remonté ses lunettes sur son nez. Nous ferons de notre mieux. Les mois suivants ont été un tourbillon de rendez-vous, d'emails et de procédures juridiques. Nous avons intenté un procès à Linda Malister et l'affaire a fait des vagues. L'ancien cabinet de Robert, son avocat, et même sa succession se sont retrouvés mêlés au dossier. Et puis, il y avait Daniel. Il a pris le parti de Linda. Il était furieux. « Tu détruis sa mémoire »,
m'a-t-il dit au téléphone. Daniel, ta mémoire de ton père est un conte de fées, lui ai-je répondu. C'était un escroc qui a utilisé l'argent pour me trahir, moi, sa femme, et la mère de son fils. Voilà la vérité. Il a raccroché. J'ai attendu qu'il rappelle, mais il ne l'a pas fait. Ça faisait mal, mais je l'ai fait quand même. Je le devais. L'affaire est allée au tribunal. Linda et son avocat ont essayé de présenter tout cela comme un malentendu. Ils affirmaient que les fonds étaient des paiements légitimes pour des services de conseil. Ils ont produit de fausses factures que Robert lui avait données. Mais nous avions les preuves de Ruth et nous avions les photos Facebook de Robert. J'ai témoigné et j'ai raconté ce qui s'était passé. J'ai parlé des 40 ans de notre mariage, des sacrifices que j'avais faits pour lui et pour Daniel, et de la douleur que j'avais ressentie en apprenant la vérité. La juge, une femme noire d'une 60aine d'années, m'a regardée avec compréhension. Je crois qu'elle savait ce qui se passe dans le cœur de femmes comme moi. Au final, la juge a tranché en notre faveur. Elle a ordonné à Linda de rembourser tout ce que Robert lui avait donné, intérêts compris. La somme totale dépassait $1 million. Linda a dû vendre les propriétés qu'elle avait achetées avec l'argent volé. Elle s'est retrouvée ruinée. Elle a perdu son emploi et sa réputation. Je ne l'ai plus jamais revu. Quant à Daniel, il ne m'a pas parlé pendant des années. Puis, quand mon père est mort, il m'a appelé. Nous nous sommes retrouvés aux funérailles et nous nous sommes serrés dans les bras. Nous avons recommencé à nous voir. Je lui ai raconté toute l'histoire et il a commencé à comprendre. Cela a pris des années, mais nous avons réparé notre relation. Il m'a présenté ses excuses. Il a dit qu'il ne faisait que défendre une illusion depuis le début. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit que j'avais cru en lui tout ce temps. Et à cet instant, il y avait des larmes dans bien des yeux. Daniel s'est approché et m'a serré doucement. « Maman », a-t-il dit en souriant, « depuis quand es-tu devenue si forte pour faire des discours ?» Je lui ai rendu son sourire. « Je l'ai toujours été. C'est toi qui n'écoutais pas. » Nous avons ri tous les deux. Tout le monde a ri. Avant la fin de la réception, j'ai fait une courte promenade dans le jardin. Je me suis arrêtée devant le pommier d'ornement que j'avais planté il y a 20 ans. L'an dernier, il a failli mourir, ai-je dit. J'ai presque voulu le couper. Mais ce printemps, il a fleuri plus tôt que jamais et il est encore en fleurs. Les femmes ont gloussé. J'ai ajouté, même lui savait que ce qui est encore vivant ne doit pas être abandonné. Cette nuit-là, quand tout le monde est parti, j'ai plié les chaises et je les ai rangées dans la remise. Le carillon du porche tintait doucement dans la brise. Je me suis tournée pour regarder le coucher du soleil. Il reposait au-dessus du vieux érable au bout de la rue, comme pour dire « Qui es-tu vraiment ?»
J'ai retiré mes talons. Je suis entrée pieds nus dans la maison. J'ai suspendu la robe et je suis allée me coucher. Je savais qui j'étais. J'étais une survivante, une combattante, et la vérité m'avait libérée.